en fin d'année dernière, quand Israël a largué ses bombes là-bas. Les gars pensaient qu'ils étaient des alliés. Ils se sont réveillés un matin avec les bombes d'Israël, sans informer les autorités qataries, sans mandat de l'ONU, sans rien du tout. Raison officielle. Ah oui, il y a des leaders du Hamas chez vous, dont c'est eux qu'on a bombardé. Bon, peu importe s'il y a des débris qui tombent sur un hôpital ou qui tuent 4 5 personnes là dans la rue, hein. Nous, on chassait les terroristes. Et donc, voilà ce qui arrive quand on pense que, comme Colonel disait, les buildings, les beaux immeubles, organiser la Coupe du Monde, c'est ça qui te rend un grand pays. Tu es juste un beau site touristique. Le Qatar, c'est un beau site touristique. L'Arabie Saoudite, c'est juste pour permettre aux Saoudiens de voir Cristiano Ronaldo en chair et en os, et pour organiser la Super Coupe d'Espagne en invitant le Real et le Barça, en leur payant énormément d'argent. Mais les États-Unis, Israël, peuvent décider de détruire le Qatar et l'Arabie Saoudite quand bon leur semble. C'est pour ça que j'expliquais souvent que contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas l'économie, c'est pas l'argent qui crée la puissance, ce sont les armes. Et que si tu as l'argent, celui qui a l'arme peut venir t'agresser, il prend ton argent. Faut avoir les armes. Les Nord-Coréens et les Chinois l'ont compris, et les deux pays, de la même manière, ont d'abord développé même le nucléaire avant de chercher à manger. Les deux pays ont connu des famines jusqu'au début des années 2000. Il y a eu une grande famine en Corée du Nord là qui a éliminé plusieurs milliers de personnes. En Chine, c'était dans les années 60, 58, 61. Mais ils ont dit le militaire d'abord parce que on aura beau avoir 50 000 morceaux de viande sur notre plat, quelqu'un peut décider de nous bombarder et on n'arrive même pas à porter le morceau à la bouche. Donc l'arme nucléaire d'abord, et après on est tranquille, on peut décider de la manière, du timing, de qui, de comment, de quoi on amorce notre politique interne. Et la voie que le Venezuela a choisie, c'est une voie d'autodétermination. Ils auraient pu effectivement être conformes. On nous aurait présenté Hugo Chavez comme quelqu'un qui, voilà, un réformiste, quelqu'un qui a redressé le chômage, parce que n'oublions pas, hein, c'est-à-dire la santé, le taux de mortalité, comment dire, l'indice de pauvreté au Venezuela quand Chavez a pris le pouvoir jusqu'à sa mort en 2013, il a diminué de moitié, c'est-à-dire il a fait reculer l'indice de pauvreté de plus de 50%. Il a fait reculer l'analphabétisme, je crois il y a 35% de taux d'analphabétisme, il a réduit à 5%. Il a fait des progrès immenses dans la médecine, dans la santé. Et tout ça avec la menace et les embargos saisonniers des Américains. Et donc, il s'est dit, bah, moi je suis dans une logique où les États-Unis ont un passé sanglant ici en Amérique du Sud, que ce soit au Chili, au Honduras, au Nicaragua, au Guatemala, en Colombie, partout. Donc, je ne peux pas m'aligner avec des gens comme ça, ils ne sont pas fiables. Et il avait raison. Ce qu'on qualifie de communistes en Amérique latine, c'est des gens qui connaissent simplement l'histoire du continent sud-américain et c'est pour ça qu'ils ne se laissent pas marcher, ils ne se laissent pas, comment dire, séduire tous azimuts par Washington et qu'ils adoptent plutôt leur logique. Dans un pays où la monnaie s'appelle le Bolivar, il est logique que le héros pour les dirigeants ce soit Simon Bolivar. Donc pour Chavez, ne viens pas lui parler de George Bush. Déjà George Bush, il l'appelait le diable. Ne viens pas lui parler d'Obama ou de Donald Trump ou de... Non, non, non. Lui, c'est Simon Bolivar. Et Simon Bolivar a refusé la tutelle impérialiste dont Chavez, évidemment, qui s'inscrit dans cette doctrine qu'on appelle aujourd'hui le chavisme, mais c'est en fait le bolivarisme parce que ça vient de là. Évidemment, il ne peut pas dire aux Américains, oh, ah, ok, venez faire deux, trois petits casinos chez nous, transformer Caracas en Las Vegas, faites que les plages chez nous ressemblent à Miami Beach, et voilà, maintenant, vous pouvez prendre tout le pétrole, vous pouvez poser vos bases militaires chez nous, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Tant que nous, on est super développé, c'est bien. Il a dit non. Il a compris que sur le long terme, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et les Allemands l'ont appris à leurs dépens. Quand les Américains les ont épiés avec la NSA, les Japonais l'ont appris à leurs dépens. Ils en ont un peu marre. Même s'ils ont le syndrome de Stockholm un peu, ils en ont un peu marre des 50 000 soldats américains qui sont stationnés là-bas. Bref, tous les pays qui ont, même le Groenland maintenant, il a pris à ses dépens parce que les Américains qui étaient censés
les protéger avec une base spatiale là-bas d'ailleurs. Bah, ces Américains là leur disent maintenant qu'on va vous envahir. Donc la connaissance historique et géopolitique des gens comme Maduro ou comme Hugo Chavez leur a permis de comprendre que sur le long terme, ce n'est pas un bon deal. Même si ça passe encore pour la génération d'aujourd'hui qui va vivre dans le luxe, les casinos, le dollar et les séries Netflix, la génération de nos enfants peut se retrouver dans la grosse merde quand les Américains vont décider que bon, maintenant même on vous colonise, dis donc. On prend 50% de votre territoire, 90% des parts de pétrole, on installe nos bases dans la capitale devant le palais présidentiel, c'est par anticipation de tout ça qu'il a dit mieux, je galère comme je galère là. Mais ma finalité c'est l'autonomie du Venezuela. Et c'est ce que sa population a compris. Et ça fait que malgré le show que Trump a fait très spectaculaire, sur le terrain, ça ne porte pas vraiment les fruits que c'était censé y porter. Parce qu'une population qui se réunit derrière Delcy Rodriguez, qui ne veut pas entendre parler des États-Unis, c'est-à-dire même l'opposition à Delcy Rodriguez ou à Maduro ne se fait plus vraiment entendre alors qu'on les avait jubilés le premier jour, sans compter les 4 millions de Vénézuéliens qui sont formés à la guérilla et qui sont prêts à en découdre avec un prochain assaut, puisque l'effet de surprise est passé. Oui, donc c'est ça là que Chavez recherche. Et sur le long terme, peut-être dans 50 ans, peut-être qu'on ne sera plus là, mais sur le moyen et long terme, ça va leur être profitable parce que ils finiront par se détacher des Américains, par se libérer des Américains, comme l'ont fait beaucoup de pays, le Vietnam, la Corée du Nord, des pays que les États-Unis ont essayé de martyriser, mais ça n'a pas fonctionné. Eux, ça met long parce qu'ils sont proches géographiquement, mais vu la vitesse à laquelle les cartes se rabattent demain, rien ne vous dit que peut-être qu'en coulisses, ils sont pas en train de renforcer certains liens avec la Russie maintenant pour que le type de coopération change. On peut se réveiller demain et on apprend que Poutine a déposé ses armates là-bas, le Satan 2, que maintenant, comme... Justement, Wilfried, je ne veux pas te couper. C'est pour ça que je suis montée pour te poser une question concernant le fait que, étant donné que les États-Unis, l'OTAN, se mêlent toujours de tout, et pourquoi les BRICS ne se sont pas ralliés au Venezuela pour contrer les États-Unis, qui sont en fait la tête de gondole de l'OTAN. Parce que les BRICS ne sont plus une alliance militaire. Les BRICS, c'est un conglomérat de gens qui malheureusement ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Ils se mettent souvent eux-mêmes les bâtons dans les roues. Tu vas voir que les intérêts de l'Inde sur une question ne sont pas les mêmes que ceux du Brésil. Jair Bolsonaro, par exemple, le président sortant du Brésil, est un ami des Américains qui était très aligné sur les politiques américaines, qui est un peu une sorte de Trump d'Amérique latine, et qui n'avait pas tout à fait la vision de Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, qui lui n'est pas du tout apprécié par Elon Musk ou par Donald Trump, et tu avais parfois comme ça des conflits entre l'Inde et c'est certains pays qui voulaient rallier, certains pays du Moyen-Orient, du Golfe, qui voulaient rallier, tu avais des hostilités entre je sais pas, l'Inde et justement comme on parle souvent de BRIC+, certains pays qui voulaient rallier les BRICS, mais à l'intérieur des BRICS, tu avais des pays qui n'étaient pas du tout pour. Tu avais le Brésil et l'Inde qui n'avaient pas la même vision sur l'adhésion, disons, je sais pas, par exemple, d'un pays, l'Iran, voilà. Le Brésil veut bien, le Brésil de Lula aimerait bien que l'Iran intègre le groupe des BRICS. Maintenant, il y a l'Inde qui joue les équilibristes et qui dit que non, je suis pas vraiment favorable. Et il y a sur la question des contrats préférentiels au niveau de telle ou telle ressource, où finalement tu vois un pays des BRICS qui va privilégier les États-Unis alors qu'il y a un autre pays des BRICS qui est là. Donc c'est une alliance hétéroclite qui n'a pas d'existence formelle. C'est ça le problème. Ils n'ont pas d'existence formelle. En plus, il y a maintenant la Chine qui veut contrôler tout et tout chapeauter en établissant le siège des grandes discussions et du siège de l'institution financière des BRICS à Shanghai, et d'autres qui se mettent à dire que bah finalement
Les BRICS, c'est un peu comme l'OTAN, avec la Chine dans le rôle des États-Unis. Est-ce que on veut sortir d'une tutelle pour en engendrer une autre? Et tu as la Chine qui aimerait justement assurer la tutelle économique et donc politique des BRICS en injectant énormément d'argent, en étant le principal contributeur, en abritant le siège des finances. Et après, ça crée un truc un peu, voilà, un peu bizarre qui ne sait pas exactement où il va. Et c'est de là que vient la faiblesse. En plus, il n'y a pas d'accord militaire, il n'y a plus une alliance, c'est pas du tout une alliance militaire qui peut intervenir pour défendre tel ou tel pays. Pour l'instant, les BRICS, c'est un nuage diffus qui n'a pas encore trouvé sa voie. Et face aux États-Unis qui, eux, en termes de politique internationale, parlent d'une seule voix, parce que c'est effectivement les États-Unis, donc c'est plusieurs États qui sont unis et qui forment un seul pays. Vous ne pouvez pas faire face quand vous êtes aussi divisé. Et même l'Union européenne souffre du même problème. Et elle est même beaucoup plus avancée que les BRICS parce elle est formelle, c'est une union officielle, c'est une structure où les gens parlent presque tous d'une même voix presque. Mais voilà, il y a le presque dedans et ça fait que là-dedans, tu as des gens qui, au lieu de faire bloc pour dire aux États-Unis que non, tu violes les lois, tu as des pays comme le Danemark, alors que les États-Unis ont toujours menacé de marcher sur le Groenland, tu as quand même le Danemark qui préfère acheter les F-35 américains plutôt que d'acheter le Rafale français. Or, le Rafale est un très bon avion. C'est l'un des meilleurs avions de combat au monde. En combat rapproché, il peut changer de direction très vite. Il y a des avions fabriqués par Dassault Aviation qui sont meilleurs que les avions américains. Mais tu as quand même un complexe et les Allemands font souvent la même chose. Au lieu d'acheter chez leurs amis français qui fabriquent de très bons avions, le Rafale y a fait ses preuves. Il est célèbre partout dans le monde, même au Moyen-Orient, des pays l'ont acheté. Mais tu vois, l'Allemagne qui décaisse débloque les fonds pour acheter plutôt les F-35, les F-16 américains. Tu te dis mais finalement qu'est-ce que vous voulez au juste? On va être une alliance qui peut dire non à l'impérialisme américain et faire bloc. Mais au lieu de nourrir le marché interne, vous partez quand même acheter de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, cette manière de se tirer une épine dans le pied, les Européens sont parfois... Mais je crois quand même que cette déstabilisation de l'Union européenne, ça vient plus aussi des États-Unis, hein, parce que moi, à mon avis, parce que je pense que les Américains, ils font ça exprès. Je ne pense pas, même l'OTAN est autant hypocrite que les BRICS, mais c'est parce que les BRICS, c'est nouveau. L'OTAN a été implanté un peu plus longtemps. C'est pour ça qu'ils s'entendent encore plus. Mais je pense que si les BRICS, s'ils continuent vraiment, peut-être ils pourraient aussi s'implanter. Pourquoi pas avec une tête de proue comme la Chine? On ne sait jamais. Mais je pense que les États-Unis jouent un mauvais rôle. Ils ont toujours joué un jeu trouble dans tout, partout où ils passent. Parce que même en Europe, avec cette guerre de l'Ukraine, c'est une guerre par procuration. En fait, c'est mon avis. C'est une guerre par procuration parce que l'Allemagne n'a rien à foutre de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, mais parce que l'Allemagne suit la France et la France qui est manipulée par les États-Unis, d'où on a ce petit quiproquo là en fait. C'est ce que moi j'ai toujours pensé. C'est Emmanuel Macron qui est manipulé par les États-Unis, pas Oui, la c'est ça que France. je dis. En fait, Emmanuel Macron, si tu oui, veux, c'est lui le président français. non, c'est pas pareil. L'Allemagne, par exemple, pour l'Allemagne, c'est sans espoir. C'est un pays qui déçoit de A à Z. Tu peux changer 1000 dirigeants, ça ne change rien. La politique de Angela Merkel, de Gerhard Schröder, de Helmut Kohl, de Friedrich Merz ou encore de Olaf Scholz, tous les chanceliers qui se sont succédés ne jurent que par les États-Unis. C'est même pas la peine d'espérer. On a la France de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac qui a su dire non aux États-Unis sur la question irakienne. On a la France de François Hollande qui a quand même eu le courage de se plaindre quand la NSA espionnait les dirigeants européens et écoutait leur téléphone. On a la France de Sarkozy qui a plutôt entraîné Obama, c'est-à-dire pour une fois que c'est la France qui initie quelque chose et entraîne les Américains dedans, c'est Sarkozy qui a entraîné Obama dans la campagne libyenne. C'est pas les États-Unis qui ont enclenché la campagne libyenne et ont entraîné les autres, c'est la France pour le coup. Par contre, la France d'Emmanuel Macron, lui, c'est un Américain perdu en France.
Il faut voir, depuis sa prise de pouvoir, lui, il copie, il singe Obama comme pas possible. Obama joue au foot, il va jouer au foot. Obama fait du tennis, il y a Macron qui fait du tennis. Obama fait de la boxe, Macron va faire de la boxe. Et quand tu l'entends parler anglais, il s'y voit vraiment déjà. Il aime bien parfois porter sa veste là sans cravate, de manière détendue. Il se croit à la Silicon Valley. Et il passe évidemment tout son temps aux États-Unis. Dès qu'il y a un petit événement aux États-Unis, c'est l'anniversaire du chien, de la chienne, de la chèvre de Ivanka Trump. Emmanuel Macron est là, tu le vois à New York, de dîner de gala. C'est le deuil du moustique qui avait piqué Joe Biden. Il est là-bas, il est aux États-Unis, il participe à la fête. Donc lui, il est vraiment dans un suivisme moutonnier pas possible. Les BRICS ne souffrent pas, pour venir à la question des BRICS, ils ne souffrent pas du fait qu'ils sont jeunes, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, quand le pacte de Varsovie était créé en 55, dès le départ, c'était quelque chose de dur. Ils savaient ce qu'ils voulaient s'opposer à l'OTAN et tous parlaient d'une seule voix. Tu es en Allemagne, tu sais ce qu'on appelle des Eiserne Vorhang, le rideau de fer, dont parlait Winston Churchill, c'est-à-dire ceux qui pensent autrement que les États-Unis sont justement à gauche de l'Allemagne, à droite de l'Allemagne, ceux qui pensent comme les États-Unis sont à droite de l'Allemagne. Donc tous les pays de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et tout, on séparait dans les deux zones de comment dire, de la Méditerranée jusqu'au nord là, jusqu'en Europe du Nord là, c'était voilà une frontière invisible qui est finalement devenue une frontière réelle parce qu'on a vraiment mis une barrière avec des fils barbelés et tout, le fameux rideau de fer. On savait ce qu'on voulait et dès le premier jour quand l'OTAN a été créé en 49, on savait qu'on s'oppose au bloc soviétique, au bloc russe après la Deuxième Guerre mondiale parce que c'était le concours de qui est maintenant le plus fort maintenant qu'on a tapé les Allemands. Et du côté Est, on savait, à partir de 55, quand on a créé le pacte de Varsovie, que le but c'est d'empêcher les États-Unis de contrôler le monde tout entier. Donc on savait, chacun savait pourquoi il était là. Et on s'est affronté partout. On s'est affronté entre le Nord et le Sud Vietnam, entre le Nord et la Sud-Corée, entre la Chine du Sud, Taïwan, et la Chine continentale plus au nord, donc la République populaire. Et c'était clair. Là, les BRICS ont vu le jour dans un paradigme un peu bizarre. C'est-à-dire, soi-disant, le Sud global, mais tu vas voir l'Inde qui dit, bon, moi, je suis la première puissance économique mondiale. Tu as la Chine à côté qui dit, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est moi. Tu as l'Inde qui dit, bah, moi, je t'ai dépassé en termes de population, j'ai 1,5 milliard. Et la Chine dit, bah, et alors, qu'est-ce que ça change? Je vais te redépasser, je suis le numéro 1 mondial en devenir, et je suis, militairement, je suis meilleur que toi. En fait, tu as maintenant, le premier ministre indien, c'est surtout lui, Narendra Modi, qui déçoit beaucoup. C'est-à-dire, il est, comment dire, lui, c'est séduc, c'est un équilibriste professionnel. Tu le vois à Washington, tu le vois à pays, il dit que bon, lui, il veut, enfin, quand tu intègres les BRICS, c'est que tu as tracé une ligne, tu as dit, je ne suis pas favorable au monopole du Nord, je suis pour le Sud global, point. Donc tout ce que je fais va dans l'intérêt du Sud global. Mais à un moment donné, tu vois Narendra Modi qui fait cavalier seul pour l'intérêt de son pays, l'Inde. Et à côté, tu as Xi Jinping aussi, oui, qui, en investissant beaucoup dans les pays du Sud, les rend un peu plus indépendants des États-Unis, mais un peu plus dépendants de la Chine, et qui finalement s'avère aussi beaucoup à agir dans les intérêts de la Chine plutôt que dans un paradigme global d'alliance. Et ça complique à la fin les choses où tu constates que bah, c'est la structure même, c'est comment dire, la mentalité même des acteurs des BRICS, ils sont pas sérieux. Dès le départ, ils sont pas sérieux. Et quand on n'est pas sérieux, les plus faibles du groupe vont se rendre compte que les plus forts, en fait, veulent juste tirer la couverture de leur côté. Et ça affaiblit la structure. Donc, le principal problème vient de ce côté-là. Mais Maintenant, il y a un conflit qu'on ne parle pas beaucoup.